Je suis très heureuse donc d'accueillir aujourd'hui Xavier Hofer. Xavier Hofer pour son livre Jeffrey Epstein. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes criminologue, directeur d'études au pôle sécurité défense du CNAM. Vous êtes professeur associé à l'Institut de recherche sur le terrorisme à l'université Fudan de Shanghai et à l'université George Mason à Washington DC. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont À qui profite le djihad aux éditions du CERF. Et voici celui-ci donc absolument fondamental, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture aux éditions du CERF. Vous allez nous expliquer ce que c'est que la troisième culture, mais d'abord vous revenez sur la figure Epstein depuis ses débuts, peu connu, issu d'une classe moyenne, devenu le grand trafiquant que l'on sait et prédateur sexuel, le prédateur préféré d'une élite mondialisée, et tout ça auréolé de mystère, jusqu'au mystère d'ailleurs, on va y revenir, de sa mort dans une prison pourtant ultra surveillée, qui a de quoi interroger. Alors tout de suite je vais évoquer le tweet que vous citez dans votre introduction d'Elon Musk, le fondateur de Tesla, dont on a parlé tout à l'heure, et le propriétaire aujourd'hui de X, donc Twitter, qui lui n'a peur de rien, qui a dit ce que je ne verrai jamais dans ma vie, un dragon, un dinosaure, une licorne, et la liste des clients d'Epstein Maxwell. C'est pour dire à quel point aujourd'hui encore il y a un tel secret, une telle opacité, en tout cas, autour de cette figure qui pourtant eu des crimes très importants, une liste de clients immense, et puis qui pourtant, qui a été assassiné aujourd'hui, mais qui pourrait faire parler lui et aurait pu faire parler lui ces 20 dernières années. Alors beaucoup de mystères, et alors que beaucoup de médias, de témoins et de grands de ce monde ont finalement couvert, et c'est ça aussi votre introduction, Xavier Hofer, c'est pourquoi une telle omerta et comment a-t-elle pu être possible? Et vous, en reprenant toutes les informations que vous avez parlé de la sidération du criminologue. Je voudrais commencer par ça. Vous avez dit finalement, vous-même, vous êtes habitué à éplucher les dossiers. Cette fois-ci, vous avez été sidéré par tant de crimes d'abord, et ensuite par tant de secrets cachés. Je vais naturellement répondre à tout ça, mais d'abord et en introduction, je voudrais vous dire qu'un de vos propos tout à l'heure m'a totalement scandalisé. Oui. Vous avez dit, je fais venir ici des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça se fait plus du tout maintenant. Ah oui. On est dans le bavardage de gens qui sont amenés sur les plateaux parce qu'ils bavardent de sujets qui servent à faire une télé bon marché, mais qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas le sujet dont ils parlent n'est naturellement pas en cause. Ils ne le connaissent pas. Alors d'abord et en deux mots, la troisième culture, c'est-à-dire ce qu'a financé, ce qu'a soutenu, ce qu'a payé, ce qu'a encouragé M. Epstein, c'est ce que vous lisez tous les jours dans Libération, c'est ce que vous lisez tous les jours dans Le Monde, c'est ce que vous entendez tous les jours sur France Info, qui sont la triade de la troisième culture en France, c'est-à-dire une espèce d'anarchisme bourgeois californien, de libertarianisme, où naturellement l'individu est seul, il s'impose en piétinant tout le monde, où le collectif n'existe plus, et où le désir de ces gens de prolonger leur misérable vie est tel qu'ils envisagent d'équiper leur cerveau d'électrodes et de moyens nouveaux, de manière à pouvoir, quelques années ou quelques décennies en plus, tenter de devenir le plus riche du cimetière, quoi. C'est à peu près ça leur destin. Ouais, et vous montrez à quel point d'ailleurs cette troisième culture, finalement, Jeffrey Epstein est une icône de cette troisième culture, et elle en est presque le produit, la fabrication. À la fin, vous parlez du monstre finalement, du monstre qu'ils ont créé, le Frank Epstein. C'est beaucoup plus simple que ça. Il y a des espèces de laboratoires dans lesquels on élabore des produits de communication, des produits de manipulation, des produits d'ingénierie sociale, comme on dit gentiment, qui sont après ça appliqués aux États-Unis même, et ensuite chez nous en Europe et partout où on reçoit cette propagande-là. Et c'est Jeffrey Epstein qui reçoit les individus en question, qui les finance, qui les paye et qui les encourage. Ce qui est totalement incompréhensible dans cette histoire-là, c'est que depuis 20 ans à peu près, les États-Unis, qu'est-ce que les États-Unis? C'est un navire sans quille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un coup de vent qui s'engouffre dans une voile et tout le monde part dans tous les sens.
durablement et violemment. La vague la plus récente est celle du néo-puritanisme. Oui. Vous avez affaire à des gens qui sont entrés dans une hystérie telle que vous êtes assis dans le métro, vous regardez les genoux par inadvertance de la dame qui est assise en face de vous, et bien entendu, vous pouvez faire l'objet d'une plainte, être poursuivi, etc. On est dans une crise totalement délirante. Ça n'est pas la première, il y en a régulièrement aux États-Unis. La plus célèbre de toutes a été la crise de la prohibition dans les années 20, où, confrontés à un problème d'alcoolisme des gens modestes, qui travaillaient de manière atrocement dure et qui avaient le gin comme à peu près seule consolation, confrontés à ça, nous avons été confrontés aux mêmes crises en Europe, patiemment, par l'éducation. On est arrivé à résorber ça au fil des décennies, et aujourd'hui, les gens boivent 20 fois moins qu'il y a un siècle. Aux États-Unis, ils ont inventé la prohibition, interdiction de l'alcool. Ce que faisant, ils ont livré des pans entiers, durablement, de la société américaine à ceux qui étaient le plus aptes à importer et à vendre de l'alcool clandestinement aux États-Unis, c'est-à-dire la mafia italo-américaine. Oui. Voilà. Donc, quand quelque chose va mal aux États-Unis, ils réagissent par des solutions délirantes. On le sait, il y a du terrorisme, alors ils envahissent l'Irak, et enfin, n'importe quoi. Oui. Donc c'est la dernière crise. Mais ce qui fait qu'elle est plus forte et qu'elle nous atteint, votre conversation précédente avec les deux experts de la famille, etc., on y est encore. Les théories du genre, on est en plein là-dedans. Et tout ça a été alimenté et financé. Tout ce que je dis dans le livre est tiré de documents officiels de la justice américaine. Extrêmement sourcé, vous le précisez en introduction. C'est pas conspiratiste ni rien, c'est des éléments de dizaines et de dizaines de magistrats à tous les niveaux, au niveau de l'État de Floride, au niveau fédéral, au niveau de la ville de New York. Tout est sourcé. Ce qu'on voit là-dedans, c'est le côté, mais absolument incompréhensible. Comment un individu qui, pendant 20 ans, a maltraité, violé, kidnappé, menacé des jeunes femmes, des jeunes filles mineures. Une des femmes dans la tour de contrôle de l'île où il avait son espèce de l'archipel des îles Vierges américaines, où il avait sa petite île dans laquelle il faisait ses orgies, etc. Une des femmes dans la tour de contrôle déclare sur commission rogatoire, sous serment, qu'elle l'a vu sortir de son avion privé avec des gamines qui avaient 12 ans. Oui. Qui ne faisait naturellement pas partie de sa famille. Oui. Tout est incroyable. Et c'est ce que vous dites à un moment donné, mais en fait, plusieurs fois, vous revenez sur ce questionnement. Vous qui êtes criminologue, vous qui connaissez parfaitement ce milieu de la criminalité, vous dites, mais je n'ai jamais vu ça finalement. Là, on a quelqu'un qui régulièrement prend des jets privés ou prend des avions avec des mineurs qui sont vraisemblablement pas de la même famille, qui n'ont souvent pas de papier du tout sur elles, qui doivent avoir un air apeuré, vous le dites dans le livre, et qui finalement passent les frontières de façon tout à fait, visiblement, sans aucun problème, sans que ça ne remonte à chaque fois aux autorités, ou alors vous vous dites, dès ce moment de l'alerte, les alertes sont étouffées. Mais tout est étouffé à tous les niveaux, c'est ça qui est absolument considérable en fait, dans ce réseau tentaculaire, on va dire. Je prends un exemple. Vous voulez envoyer votre fille ou votre fils mineur à l'étranger pour un stage ou pour un camp de vacances. Oui. Il faut des papiers, il faut produire un document, il faut que ça soit marqué sur le passeport, etc. Là, pendant 20 ans, il y a des gamines qui circulent avec des adultes qui n'ont rien à voir naturellement avec leur famille, ou biologique ou adoptive, et rien. Il n'y a jamais eu un signalement. Alors, c'est incompréhensible, mais en même temps, quand Clinton, dont la conduite personnelle, on l'a vu, est parfois sujette à caution, est président des États-Unis d'Amérique, il est reçu 17 fois, Jeffrey Epstein est reçu 17 fois à la Maison-Blanche. Et celui qui, à l'époque... Il y a de nombreuses photos, vous le dites aussi. Bien sûr, bien entendu. Il y a des photos avec le pape, il y a des photos avec le fils de la reine d'Angleterre, il y a des photos d'Epstein et puis de sa maquerelle en chef, là, Madame Maxwell. Assis sur le trône royal, en train de rigoler, en audience avec le Saint-Père, etc. Tout ça est absolument invraisemblable de la part d'un individu qui, après 2009-2010, a été condamné pour détournement de mineurs, qui a fait de la prison et qui est inscrit sur un fichier de délinquants sexuels. Comment est-ce possible ? Bill Gates, 17 fois le président des États-Unis, il fricote avec toute l'élite américaine. Les États-Unis, c'est un pays de la com, de la publicité.
Pour toutes les réceptions, il y a ce qui s'appelle the A-list, la liste A. La liste A, c'est tous les gens qu'il est absolument désirable d'inviter, le président, machin. Tous ceux qui sont en priorité invités pour toutes les réceptions. Epstein est le petit camarade de toute la A-list, dans des conditions qui, encore aujourd'hui, ne sont pas résolues. D'où vient son argent ? L'un des 3 principaux fonds d'investissement mondiaux, qui s'appelle Apollo Investment, Private Equity. Apollo est dirigé par un monsieur qui s'appelle Léon Black, qui dit « Monsieur Epstein est mon conseiller ». Quand vous êtes conseiller d'un milliardaire et que vous lui donnez des conseils judicieux pour qu'il le devienne encore plus, vous gagnez des millions de dollars par an. Vous n'en gagnez pas peut-être plus que 10 millions et certainement pas plus. En quelques années, Léon Black, le patron d'Apollo Investment, paye à Jeffrey Epstein, sur ses comptes des îles Vierges américaines, 158 millions de dollars. Pourquoi ? Un autre milliardaire, je parle à une jeune femme, vous avez été dans des centres commerciaux, vous avez vu Victoria's Secret, bon voilà, les vêtements. Le milliardaire qui possède ça a confié la gestion de sa fortune à M. Epstein. Ils finissent par se fâcher. Le milliardaire dit, bah oui, j'arrondis les chiffres, mais c'est à peu de choses près ça. Il est parti avec 50 millions de dollars, il porte même pas plainte. On vous vole 50 millions de dollars, vous dites, oh, bon, c'est dommage, et puis voilà. Enfin, tout est incompréhensible. Cette histoire ne tient pas debout. Oui, mais pourquoi c'est incompréhensible ? Parce que derrière, d'ailleurs, vous l'expliquez très bien, vous dites cette troisième culture, justement, puritaine, pleine de bons sentiments, de belle idéologie, c'est la face, présentable d'une même société, d'une même élite, qui est complètement pourri de l'intérieur. Totalement corrompu et qui donc s'entraident les uns les autres. Et c'est comme ça qui étouffe finalement une affaire qui devrait être mondiale, celle de Epstein. Je voudrais quand même, parce que je pense qu'il y a énormément de questions évidemment à aborder. D'abord que vous dites pourquoi, comment est-il devenu riche. Vous racontez un petit peu sa montée en puissance, d'ailleurs qui commence dès le début avec des meurtres, dès ses premières affaires, et dès le début... Il y a des sales histoires autour de tout ce qu'il fait. Voilà, partout. Objectivement, oui. C'est la justice qui le dit, c'est pas moi qui fantasme. Voilà, non, mais à chaque fois, d'ailleurs, c'est très objectif votre texte, c'est toujours voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a été dit. Vous ne faites aucun commentaire. Là, c'est vraiment le travail du criminologue, aucun commentaire à ajouter. Voilà, seulement on voit que depuis le début, il commence dans les petites affaires, c'est déjà une petite crouille, on va dire, qui fait des malversations. Bon, il devrait être en prison, d'ailleurs, son associé va en prison, mais pas lui. Et puis, je crois que c'est son ancien associé pas content qui finit par mourir. Bon, on ne saura jamais si c'est lui ou pas, mais il se trouve que dès le début, il y a des crimes autour de lui, en tout cas. Pour aller dans votre sens, 17 rendez-vous avec le président Clinton, celui qui, à la Maison-Blanche, est chargé de ranger les rendez-vous. Celui qui fait en sorte que M. Epstein soit dans le même bureau que le président des États-Unis. Et il part de la Maison-Blanche, il vit sa vie. 15 ans après, il est retrouvé suicidé, pendu. Et en même temps, il s'est tiré une balle, alors ça devient quand même très compliqué. Oui. Et le premier rapport du shérif montre qu'il a été retrouvé pendu, qu'il avait une balle dans le cœur et que le fusil était à 12 mètres de lui. Enfin, rien tient debout dans toutes ces affaires-là. La mort de Jeffrey Epstein en prison. Alors, allons-y sur la mort, parce que vous avez vraiment fait un chapitre entier sur la mort, en reprenant tout et de façon, encore une fois, extrêmement factuelle. Ah ben, c'est nous, c'est notre métier, quoi. Oui. Les scènes de crime, etc. Et là, vous dites que c'est une série, non, là, c'est même pas des fautes graves, c'est une série de manquements accumulés les uns contre les autres. Chacune des lignes dans les rapports de la justice américaine a posteriori, après la découverte du cadavre de Jeffrey Epstein, chacune de ces lignes devrait valoir à son auteur d'être dans le livre des records. On n'a jamais vu ça. 1 an avant 1 an, 18 Donc il est en mois. prison hautement surveillé. Ah bah oui. En cellule, alors en plus considéré comme étant... suicidaire, donc surveillé en plus. 18 mois avant que Epstein entre dans cette prison qui se trouve à Manhattan, c'est-à-dire au centre de New York, il y a eu un audit. Toutes les caméras ont été surveillées. Impeccable, tout marche bien, etc. Epstein va rester une trentaine de jours entre le moment où il rentre en prison et le moment où il meurt, il se suicide ou autre chose. Il est resté 1 mois. À chaque fois qu'il y a eu une tentative de suicide, la première, puis la deuxième, parce qu'il y en a eu 2 successives, à chaque fois, dites donc pas de bol, toutes les caméras étaient en panne. Enfin,
quand j'étais petit, on disait, tu dis ça à un cheval de bois, tu reçois un coup de pied, quoi. les suicidaires déclarés tels dans une prison, toutes les 30 minutes, à l'œilleton, on regarde pour voir ce qui se passe, etc. Deux gardiens. Oui, 2 gardiens. Ils regardent dans le petit œil, des caméras, je précise pour tout le monde, parce que vous avez très bien expliqué dans votre livre, des caméras qui font qu'on n'a aucun point d'angle noir dans la cellule. Et même au-dessus des toilettes. Et au-dessus des toilettes, voilà, et un comment on appelle ça, un co-détenu. Un co-détenu, voilà, dans la même cellule, justement pour vérifier s'il lui arriverait pas quelque chose aussi. Enfin voilà, et puis pour témoigner au cas où. Là, comme par hasard, pas de co-détenu. Il a été déplacé la veille. Voilà, déplacé la veille. Et les caméras fonctionnent pas. Et ce qui est inouï dans tous les pays du monde, partout, je veux dire, au Nicaragua, en Mongolie extérieure, quand quelqu'un est trouvé mort dans une cellule, la cellule immédiatement devient une scène de crime. On n'a même pas le droit, si on l'a vu par l'œilleton, de toucher à la porte. Il faut qu'un expert vienne vérifier si la porte était fermée à clé, entrouverte, quoi que ce soit, etc. À l'intérieur, tout doit être photographié et filmé. Rien de tout ça. Quand on le trouve mort, les 2 gardiens qui devaient, toutes les 30 secondes, toutes les 30 minutes, vérifier, ont passé 6 heures à jouer sur Internet ou à commander des meubles. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, il n'y a pas eu pendant 6 heures de surveillance. Et quand à la fin, à 6h30 du matin, ils disent tiens, si on allait faire un tour, ils arrivent, ils piétinent tout le bazar à l'intérieur, ils le bougent, ce qui est interdit notoirement, mais partout. Et d'ailleurs, vous le précisez, ces gens-là c'est justement des gardiens d'élite, en fait, des gardiens de prison d'élite. C'est l'administration fédérale. Voilà, c'est du top niveau, là. Voilà. On n'est pas sur... Alors, on n'est pas dans un trou de l'Arkansas où le shérif à moitié ivre donne des coups de pied dans les côtes des détenus. C'est pas du tout ça. On est là dans un système d'élite. Jamais, une fois dans toute l'histoire du MCC, du Manhattan Correctional Center, l'endroit où il est détenu, il y a eu un seul suicide, un mafieux, italo-américain, 15 ans avant. Mais ça n'arrive jamais. Et là, il piétine tout. On nous dit qu'il s'est pendu en coupant ses draps et puis en se pendant. Mais les médecins légistes, après ça, disent que vu la taille, le poids, c'est pas possible. Oui. Et dans sa cellule, pourquoi va-t-il découper des draps alors que des câbles, vous voyez, comme celui que je touche, de respiration, notamment, des câbles d'ordinateur, il y en a au moins 4, ce qui est naturellement notoirement interdit dans la cellule de quelqu'un de suicidaire. Ça ne tient pas debout, au point que le tweet le plus populaire pendant des jours après la mort d'Epstein, c'était une phrase qui disait « Ni les décorations de sapin de Noël, ni Epstein ne se pendent eux-mêmes. » Voilà. Et ça fait rire des millions d'Américains, parce que c'était devenu dérisoire. J'ajoute, pour en finir, que les gardiens de prison et leurs responsables, qui avaient accompli des fautes terribles, c'est-à-dire, ils étaient censés protéger la vie d'un homme. La vie de cet homme était entre leurs mains. Il est trouvé mort. Qu'est-ce qui leur arrive ? Vous savez que les sanctions fédérales aux États-Unis, elles sont féroces. Vous prenez 10 ans par la justice de l'État de New York, vous avez circonstances atténuantes, machin, truc, chose, vous sortez au bout de 3 ans. Dans une sanction fédérale, 10 ans de tôle, c'est 10 fois 365 jours, pas une demi-journée de remise de peine. Donc la justice fédérale est très sévère aux États-Unis, rarement appliquée, mais très sévère. Il y a, sur tous les prisonniers qu'il y a aux États-Unis, il y a moins de 10% qui sont au titre fédéral, et le reste, c'est les prisons des États ou des comtés. Là, qu'est-ce qui leur arrive ? Rien. Ils ont commis des fautes lourdissimes et ils terminent avec 50 jours de travail d'intérêt général, recommencez plus surtout. Et quant aux chefs, à leurs supérieurs, dont le ministre de la Justice américaine avait dit « celui-là, vous allez voir ce qui va lui arriver », il finit par être doté d'une fonction d'un grade supérieur dans une prison si sympa des États-Unis pour les prisonniers qui vont bientôt sortir, que sur le modèle de Club Med, on l'appelle Club Fed. Voilà, c'est ça la sanction. Il est promu dans un truc que tous les gardiens rêvent d'avoir. Les choses sont claires, même si on ne peut pas les expliciter ici, dans le sens où on ne va pas faire de commentaires sur le commentaire, pour justement pas tomber. On va rester sur votre rigueur de criminologue. Mais évidemment, les choses sont claires. Il y a eu arrangement, il y a eu manigance. Rien ne tient debout, en tout cas.
complot, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, rien ne tient debout dans la version officielle, ça c'est certain. Je voudrais, parce qu'évidemment le temps tourne très vite et on a beaucoup de choses à dire, qu'on aille aussi, juste à ce sujet, une minute, rappelez quand même, et dès le début vous le dites, d'ailleurs ça m'a fait penser à l'affaire Benalla chez nous, que dès le début, le premier crime qui a eu lieu où il a fallu visiter les locaux, les lieux, les bureaux, je crois, d'Epstein, et bien comme par hasard, la police racontera après que tout avait été nettoyé, il ne restait plus rien, les ordinateurs, tout. D'ailleurs, étrangement, il restait encore des fils détachés, des ordinateurs débranchés, comme ça, comme si les fils coupés, ils étaient partis avec les ordinateurs. Donc, ça me fait penser à l'affaire Benalla où il a fallu une journée ou deux pour pouvoir aller sur les lieux et ouvrir le coffre-fort. Et comme par hasard, il n'y a plus rien dans le coffre-fort. Ouais. Ça, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, ça c'est pour le côté où les choses s'arrangent et en tout cas sont arrangées en haut lieu. Je voudrais qu'on aille, donc on a parlé évidemment, il faudrait qu'on parle du carnet, de fameux carnet avec tous les contacts qui n'est toujours pas révélé. On a quelques noms, vous les donnez, vous en citez quelques-uns, mais on a toujours quand même un grand mystère sur ces carnets, sur ces noms de clients qui sont quand même des clients absolument fameux. Vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Donc si on peut aller un point là-dessus. Puis ensuite sur la branche française aussi du réseau Epstein. Alors, c'est bien simple. On a récupéré jusqu'à présent à peu près 2000 noms. C'est tout le gratin du néo-monde. Vous savez, la société des élites mondialisée, etc. Il y a tout. Mick Jagger des Rolling Stones, des acteurs de cinéma, des vedettes, des savants, Stephen Hawking, le pauvre, mais qui est fricoté aussi avec Epstein, des avocats célèbres, l'élite des universités américaines. Monsieur Epstein disposait d'un bureau privé dans l'université Harvard avec accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 27. Alors, je n'ai pas enseigné à Harvard, mais j'y ai participé à des stages et à des séminaires sur le terrorisme et tout. Je peux vous dire que ce n'est pas un endroit où on entre les mains dans les poches, quoi, naturellement. C'est l'université généraliste la plus célèbre des États-Unis. Deuxième endroit, encore plus surveillé, car c'est l'université scientifique la plus célèbre des États-Unis, scientifique, MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui se trouve d'ailleurs à côté de Harvard, tout ça dans la grande banlieue de Boston. Hein. Donc là, il était le sponsor d'un laboratoire qui visait à rendre la société plus anarchiste, avec un nippo-américain qui s'appelait Joe Ito et qui visait à susciter des révoltes, vous savez, les écolos, etc., tout ça. Un peu à la manière de Soros et de sa fondation, dans ce cas-là, qui accompagne les ONG, mais en plus agressif. Et voilà, et tout ça était financé directement par Epstein. Et quand c'était pas financé directement par Epstein, il allait trouver ses complices, M. Bill Gates, bien connu de tout le monde, hein, de Microsoft, et puis Leon Black de Apollo et d'autres milliardaires, pour dire, tiens, donne 2-3 millions de dollars, etc., qui faisait abonder. Il donnait lui-même une somme considérable, par exemple 1 million de dollars, mais il faisait abonder de manière à ce que après ça devienne 10. Voilà. Et tout allait dans le même sens, c'est-à-dire le sens de l'anarchisme mondain, déversé, comme je vous le disais, à pleine page par ça, c'est l'autre versant de la Libération. troisième culture, celui que vous racontez. C'est-à-dire qu'il y a le versant un peu idéologique, qui se veut un peu cool, libertarien, on casse les codes, on casse les frontières, etc. Et puis, il y a le versant, la figure noire, le versant noir, et vous le dites au début d'ailleurs, hein, c'est un remake sadien postmoderne, avec évidemment des trafics d'enfants, on est dans la version contemporaine des 120 journées de Sodome. Oui. Et au début, je cite le texte même la partie convenable à l'introduction du marquis de Sade, où il explique qu'à la fin du règne de Louis XIV, il y avait eu tel trafic d'argent qu'il y avait des individus qui s'étaient trouvés en possession de fortunes absolument immenses et mal acquises, et qui jouissaient de ça en organisant des plaisirs qui, après ça, ont été qualifiés de sadiens, c'est-à-dire orgies et autres et tout. Et là, dans les 120 journées de Sodome, pour ceux qui n'auraient pas lu cet ouvrage, il y a
milliardaires de l'époque, qui sont la figure à peu près exacte de ce qu'on retrouve autour de M. Epstein, qui se réunissent dans un château de la Forêt-Noire pour y faire périr dans des orgies de torture des gens modestes. Comme les petites filles d'Epstein qui étaient tirées du quart-monde, des orphelines, des filles abandonnées, des paumées, droguées, etc. Et qui les attiraient, et qui après ça leur faisaient subir peut-être plus les mêmes tortures physiques que du temps du marquis de Sade, parce que c'était quand même des esclaves sexuels, vous le racontez très bien, vous racontez les mécanismes aussi. Exactement, et puis qui étaient mises sous condition, qui étaient soumises à des tortures morales, si tu parles, etc., confisquer leur passeport et tout pour être amenés sur les îles en orgie. Alors, naturellement, du temps du marquis de Sade, c'est plus sanglant. On n'a que la première partie qui a été retrouvée des 120 journées. On est les 30 premiers jours de ce qui devait devenir les 120 journées. Et il y a déjà à peu près une quarantaine de morts. Elles partent dans des tortures. Bon, là, on ne sait pas. D'ailleurs, il y a peut-être eu du sanglant aussi. Certainement. C'est inconnu. Mais en tout cas, il menace physiquement une des jeunes victimes qui est sur son île, là, des îles Vierges américaines. Les eaux, naturellement, autour de cette île, comme c'est dans les Caraïbes, grouillent de requins, il menace de la jeter au requin. Il y a menace de mort physique. Voilà, donc c'est quelque chose de très concret. Et tout ça avec un des fils de la reine d'Angleterre, Andrew, c'est pas le plus malin, mais quand même, il est censé être protégé par la reine d'Angleterre a acheté le silence en payant. En payant les avocats d'une des victimes, avec des milliardaires en veux-tu, en voilà, avec la crème et l'élite de la société américaine. Il est invité, je parle de Jeffrey Epstein, aux premières des films de Hollywood. Il copine. Alors, Elon Musk, dont on a parlé, il a du flair. Donc, il le voit une fois, il trouve le type totalement sulfuré et tout. Donc, à partir de ce moment-là, il se met à l'écart. Mais les autres l'ont fréquenté durablement. Enfin, vous vous rendez compte que tous ces individus volent dans l'avion de Jeffrey Epstein, l'avion qui a été baptisé par Epstein lui-même, Lolita Express. Enfin, tout le monde sait ce que c'est que Lolita. Évidemment. C'est pas vraiment de la pédophilie, mais on est quand même clairement dans les fruits verts ou dans les jeunes filles à peine pubères, etc. Et en tout cas, mineures, dont on ne peut pas présumer du consentement. C'est interdit, évidemment, toutes les sociétés. Et encore plus chez les Américains, d'où la sidération du début aussi. Et d'ailleurs, c'est encore un autre point passionnant dans votre livre, c'est justement, on a ce mélange, vous racontez que, en fait, Epstein est quelqu'un de complètement malade, psychiatriquement, bon ça on s'en doutait, mais complètement hygiéniste, devant prendre je sais pas combien de douches par jour, dormant dans un froid extrême, enfin voilà, il y a vraiment des conditions, je crois qu'il est végétarien, ou il mange, il y a beaucoup de malades mentaux qui sont végétariens, c'est quand même intéressant, mais bon, et ce parallèle entre cet hygiénisme et la débauche de l'autre côté, c'est assez surprenant sur la personnalité du bonhomme. Mais bon, je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots, puis après je voudrais qu'on aille sur la branche française. C'est les deux faces de la même pièce. Nous vivons, les États-Unis sont un pays extraordinaire, enfin, je dis ça de manière un peu ironique, voilà des gens qui donnent des leçons de morale à la terre entière, et pas ceux-ci, et si vous faites cela, vous allez avoir des sanctions. Comment vous persécutez les homosexuels ? Aux États-Unis, il y a encore au moins une douzaine d'États dans lesquels la sodomie est punie de prison, et auparavant était punie de mort. Alors, c'est faites ce que je vous dis et faites pas ce que je fais, ça continue à avoir mais naturellement, l'autre face de ce puritanisme extrême, c'est l'orgie extrême. Ça va de soi. Basculer de l'un dans l'autre sans à aucun moment s'arrêter à quelques termes, à tel comportement mesuré que ce soit. On passe du fait de punir des gens s'ils vous regardent un petit peu de travers au fait de sombrer. Vous savez, dans les années 70, j'allais souvent à New York, on était dans la phase orgiaque. Il y avait à New York, dans les années 70, une boîte à partouze par pâté de maison. La plus célèbre de ces boîtes-là, on peut encore trouver sur Internet, s'appelait Plato's Retreat, la retraite, la maison de Platon. Et là-dedans, vous aviez des centaines de gens en train de copuler ensemble dans tous les sens sur des matelas. Et 10 ans après, vous regardez les genoux d'une dame, vous filez en prison. Voilà, c'est des crises d'hystérie dans tous les sens. Et ce pays ne va pas bien conceptuellement, quoi, car les deux cohabitent. Et encore une fois, finalement, c'est la morale de votre histoire, c'est de se dire que Jeffrey Epstein n'est que le monstre de toute une mouvance idéologique. Voilà. Mais allons, alors, deux choses. La France, la
connexion avec notamment Jean-Luc Brunel, lui aussi mort de façon très étrange dans une prison très surveillée. Et puis parlons un tout petit peu aussi de Ghislaine Maxwell et de son père, j'ai appris ça en vous lisant, de son père qui avait déjà a priori des contacts avec Epstein. Bien sûr. Alors, la partie française, ouais. il faut... c'est un ogre sexuel, il lui faut plusieurs jeunes victimes par jour, et donc il faut approvisionner. Partout. Voilà. Et donc, parmi les proxénètes qui lui fournissent de la chair fraîche, il y a Madame Maxwell, bien sûr, Ghislaine Maxwell, et puis il y a Jean-Luc Brunel, qui est l'élément français. Alors, c'est un gestionnaire... qui se sert un peu sur la bête d'une agence de mannequins, hein, voilà, la progression par le canapé, mais après ça, Epstein finance son agence de mannequins, et donc il envoie des jeunes filles en disant « Tiens, j'ai 3 sœurs, elles ont 15, 16, 17 ans, ça t'intéresse, je les envoie ». Voilà, c'est un marchand de chair humaine. Oui. Et lui aussi, il finit par être attrapé par la patrouille. Au moment de l'affaire MeToo, certains de ces anciennes mannequins commence à... Alors, hélas, naturellement, il y a prescription, mais commence à parler de lui, et on finit par le trouver mort aussi dans une prison, alors qu'il va être interrogé sur la matérialité des faits et sur, naturellement, l'abstrait Epstein de l'affaire. Il se trouve que 20 ans à l'Institut de criminologie, on forme naturellement énormément de magistrats et puis de gens de la pénitentiaire aussi. Là, c'est simplement le manque de personnel, quoi. Il était à la santé, il aurait dû y avoir une patrouille tous les X. Là, c'est pas des gens qui délibérément sont restés dans leur bureau à regarder Internet, mais il n'y a pas le personnel. Il se trouve qu'un des gardiens, enfin, des surveillants à la santé dans la hiérarchie a été un de mes étudiants. Il m'a dit, voilà, ça arrive de temps en temps parce que nous n'avons pas les moyens et qu'en France, tout ce qui touche à la justice et donc à la pénitentiaire qui dépend de la justice, est sous-dimensionné. Oui. Mais donc c'était un sale bonhomme, le Brunel en question, qui faisait miroiter à des jeunes femmes un peu naïves, des fois très jeunes, hein, parce que le métier de mannequin commence jeune, des carrières, etc. Et puis après ça, abusait d'elles, et puis qu'il les prêtait à Epstein, ou les louait plus exactement, parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Il y a quand même aussi des connexions en France avec des gens de renom. Hein. C'est le journal Politico là, qui l'a cité le 14 octobre 2022. La fondation de Jeffrey Epstein a donné 57 897 $ à une association gérée par plusieurs anciens collaborateurs et très proche de Jack Lang. En 2018, Jack Lang, qui est également sur ses livres, sur ses carnets noirs. Il est jamais loin, celui-là, quand il y a des affaires un peu glauques comme celle-là. Donc, ça fait longtemps. Hein. Déjà, sous le président Mitterrand, vous aviez eu des affaires terribles dans lesquelles... mais il n'a jamais été condamné. Donc, on est obligé d'en rester à... Il n'a pas de chance, le pauvre. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il est dans le secteur, etc. Mais on ne peut pas accuser formellement. Mais il est effectif que des personnages en France connus, soyons gentils, pour des frasques, était pas loin de cette affaire-là. Oui, parce que là, par exemple, sur l'affaire Politico, donc c'est de l'argent qui était donné soi-disant pour monter un film qui n'a évidemment jamais été monté, donc on voit bien le côté écran, avec des noms en fait, dont certaines personnes disent « moi j'ai absolument jamais été au courant de ça » et qui disent « non mais c'était un truc de Jack Lang, on ne sait même pas ce que c'est », enfin c'est des porte-noms. Donc voilà, on voit bien l'affaire quand même autour de Jack Lang, mais encore une fois, pas d'accusation, donc nous sommes obligés de respecter la présomption d'innocence. Une dernière chose, évidemment, Ghislaine Maxwell, elle encore en prison, terrée dans le silence, vous le dites, qui protège finalement le secret d'Epstein. Ghislaine Maxwell est la fille de son père. Son père était un multimillionnaire, pas exactement milliardaire, ayant fait fortune aux États-Unis, est devenu le propriétaire d'un des grands quotidien de Londres, hein, The Mirror, et vous savez, les news magazines qui vendent à des... Pardon, les tabloïds quotidiens qui vendent à des millions d'exemplaires, et il avait tapé dans la caisse parce que ses affaires marchaient mal, et il avait fait une espèce de pyramide de Ponzi à partir du fonds de la retraite de ses propres employés, et toujours est-il qu'un jour, lui aussi, on l'a retrouvé noyé à côté de son bateau. Le bateau qui porte le nom de sa fille. Voilà, qui s'appelait Lady Ghislaine. Et lui aussi, il y a eu plusieurs autopsies successives, dont l'une a été accomplie en Israël, où il allait être enterré en tant qu'ami du peuple juif et d'origine juive
roumaine ou quelque chose comme ça, ou tchécoslovaque lui-même, et disait qu'un type qui tombe du pont de son bateau et qu'on retrouve dans l'eau comme ça, il n'a pas des fractures partout, etc. Bref, là aussi, une affaire totalement glauque et totalement incompréhensible. Oui. Ghislaine Maxwell a une sœur, la sœur a un époux, l'époux en question qui était un complice d'Epstein et qui l'aidait parce que c'était un savant un peu raté, quoi. Donc, mais il avait des connaissances dans le monde scientifique. Il aidait Epstein à recruter des individus qui avaient des noms glorieux dans le domaine de la science pour les subventionner et pour se protéger naturellement derrière eux, son mode de vie orgiaque, derrière je fais des recherches en physique nucléaire et autres, etc. Et l'individu en question aussi, sur le sol français, a été retrouvé mort, à moitié dévoré par des bêtes, on n'a jamais trop su. Enfin, les histoires de gens qui finissent de manière un peu bizarre autour de M. Epstein abondent. Il y en a statistiquement plus qu'autour de votre vie à vous et de ma vie à moi et de la vie d'à peu près tout le monde. Il y a quand même beaucoup de macabées, quoi. En fait, pour conclure, parce qu'évidemment on pourrait faire des heures et des heures sur l'affaire Epstein, on comprend qu'il y a finalement des gens qui se protègent les uns les autres et qui se tiennent finalement dans la corruption. Ils sont tenus eux-mêmes par leurs faits criminels les uns par les autres. Et finalement, peut-être que certains aujourd'hui préféraient balancer Epstein, sauf que eux-mêmes, Epstein, et le réseau, donc Ghislaine Maxwell et d'autres derrière maintenant, peuvent les compromettre eux-mêmes avec leur propre participation aux orgies, par exemple. Et finalement, c'est ça, c'est un grand réseau qui s'entretient, qui se tient par la criminalité. Quand on se comporte de manière criminelle, on finit toujours par se comporter comme les criminels. Les criminologues dont je suis fréquentent les gentils, c'est-à-dire par exemple vous, et puis on fréquente aussi les méchants, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé de passer des soirées avec des bandits, dans des circonstances très strictes. Moi, j'avais demandé au procureur général en disant si j'approche des gens, cet homme qui m'honorait de son amitié, qui est fini comme procureur général près de la Cour de cassation, c'est-à-dire le plus haut magistrat du parquet en France, celui qui met en examen le président de la République pour haute trahison, vous voyez, on est la justice. Oui. Tu avais dit, monsieur le procureur général, qu'est-ce que je fais si je rencontre des voyous, etc., ou des terroristes ou des gens comme ça? Il m'avait dit, mon cher ami, vous voyez qui vous voulez, vous n'acceptez rien. Donc j'ai rencontré des centaines de gens. Si on prend le café ensemble, j'ai le droit de leur payer leur café, ils n'ont pas le droit de me le payer. Mais j'ai jamais rien. Voilà. On est complètement à l'abri de toutes les manips. Oui. L'équivalent Epstein qui dit vous êtes un universitaire, vous devez avoir des besoins pour vos recherches, voilà une subvention. Non, jamais, rien. Voilà. Oui. Donc j'ai fréquenté des bandits, dont certains proches de Messrine, et le soir, quand ils sont au bistrot, entre la plaisanterie qui les fait hurler de rire, c'est si je tombe, je balance tout le monde. Voilà. C'est plus qu'une plaisanterie, c'est une menace implicite. Si tu me dénonces, je te dénonce. Et c'est comme ça que marche le milieu autour de M. Epstein. À comportement criminel, réaction criminelle. Donc ils se tiennent par la barbichette. Ouais, mais surtout qu'il y a quand même des noms qui pourraient renverser totalement l'échiquier politique dont la présidence américaine. Oui, mais ce qu'il y a de grave dans les histoires de carnets qui n'ont pas été révélés, etc., c'est pas les carnets d'Epstein. C'est pas lui qui faisait le boulot de relations publiques et qui amenait les gens en contact avec lui. Il téléphonait pas aux gens lui-même. C'est les carnets de Ghislaine Maxwell. Oui. C'est ceux-là qui sont importants. Plus de 2000 noms encore mondaine, conservés. En fait, Voilà, exactement. Conservés sous le secret. Les trois quarts de l'establishment britannique. Vous vous rendez compte qu'un des complices les plus actifs de Ghislaine Maxwell et d'Epstein, qui s'appelle Peter Mandelson, a été ministre des Finances britanniques, le numéro 2 du gouvernement britannique, et après ça, dans l'Union européenne, quand la Grande-Bretagne y était, ça a été le secrétaire, enfin le ministre du commerce et des affaires de commerciales de l'Union européenne. Et tout ça fricotait avec nous. Et les comptes de Jeffrey Epstein étaient pendant 15 ans dans la banque JP Morgan, qui est sinon la première, une des 2 ou 3 banques les plus importantes des États-Unis, partout au monde par crainte du blanchiment. Chaque fois que vous voulez retirer des espèces de votre banque, du cash, de l'argent, vous êtes obligé de vous justifier. Je vous donne un exemple. Dans 15 jours, je pars en Amérique latine. Il y a des pays
dont la situation financière est tellement chaotique que la seule manière c'est d'apporter des billets de banque et de les changer au jour le jour parce que les taux varient de manière invraisemblable. Pour 3 000 €, je suis obligé d'écrire une lettre à ma banque en disant « Cher monsieur ». Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, tous les mois, pendant 15 ans, Jeffrey Epstein tirait des dizaines ou des centaines de milliers de dollars pour financer ses orgies, ses petites filles qui payaient, etc. Et jamais il y a eu un signalement. La banque JP Morgan est une des principales banques du monde. Oui. Vous avez une carte de paiement de la JP Morgan, vous allez visiter Ispahan, vous rentrez, on dit « Monsieur, vous avez été en Iran, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Et là, pendant des années, à travers toute la planète, parce qu'il voyageait beaucoup avec ses avions privés, une impunité totale. C'est ça, la sidération, c'est ça. Comment... Enfin, on s'en doute, mais naturellement, il n'y a pas encore d'explication probante et rationnelle. Comment, pendant 2 décennies, un monstre pareil a-t-il pu passer au milieu des mailles du filet qui, dans le domaine sexuel, aux États-Unis, sont quand même mailles extrêmement serrées, quoi. Je dis, vous regardez une dame, on ne parle même pas de gestes déplacés. Un des piliers d'une des plus grandes chaînes de télévision américaine a été viré parce qu'à la fin d'une émission, il a mis la main sur l'épaule de sa consoeur, du style « bon, c'est terminé, salut ma chérie, à demain ». Main sur l'épaule, il a été renvoyé. Un homme qui avait 40 ans de carrière, 20 ans de viol et de détournement de mineurs. En ayant pignon sur rue. Hein, oui, bien sûr. Lolita Express, il s'en cachait même pas, quoi. Voilà. Ouais. Donc tout ça, évidemment, c'est de la protection par les plus puissants à tous les niveaux, politique, police et évidemment côté justice. Et puis le monde culturel qui l'accompagne. On voit la presse aussi. Vous posez beaucoup de questions sur la presse qui, pendant 20 ans, vous dites il y a un média, je crois que c'est le Miami Herald. Voilà. Herald, c'est ça qui, Miami femme. Herald en français, une femme qui fait l'enquête. Courageuse. Qui disait mais c'est pas normal, rien que pour un seul commissariat de police dans la seule ville de Palm Beach où il avait sa villa en Floride, il avait des propriétés à droite et à gauche partout dans le monde, 50 jeunes filles comme ça détournées, violées, etc. Ouais. Si ça se trouve, on est loin de tout savoir encore, et puis les enquêtes s'arrêtent à la mort du suspect, bien entendu. C'est ça aussi. Ça fait on arrive à la peut-être fin. des milliers de victimes, des milliers de victimes, à rien pendant 20 ans. Voilà, un système qui tient le secret, et encore une fois, vous commencez dans votre introduction sur votre sidération, et je pense que c'est sachant que vous avez énormément d'expérience, c'est absolument fondamental pour comprendre ce qui se passe avec le phénomène Epstein. Vous le dites aujourd'hui, les enquêtes s'arrêtent avec la mort d'Epstein. Plus rien, alors que les enquêtes pourraient continuer. Pourquoi les enquêtes s'arrêtent? On pourrait non, parce que les enquêtes le concernant directement, tous les systèmes juridiques du monde sont obligés d'arrêter une enquête à la mort. On a encore Ghislaine Maxwell qui est vivante. Ah mais oui, mais ça c'est pas lui, c'est elle. La justice c'est individuel. Oui, bien sûr. Mais voilà. Donc pour elle, et puis elle a pris 20 ans de prison, mais les 20 ans de prison sont hautement douteux. Laissez-moi vous expliquer en 2 mots. Elle a la nationalité américaine et la nationalité britannique. Ses avocats peuvent demander à ce qu'elle purge sa peine là où elle a sa famille, c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Comme c'est une peine fédérale qu'elle a eue aux États-Unis, 20 ans, c'est 20 fois 365 jours. Il n'y a pas de rémission pour les peines fédérales aux États-Unis. Maintenant, si elle obtient d'être transférée en Grande-Bretagne, elle est soumise au droit britannique. Tant d'années égale aux bonnes conduites, donc libération. Sur les 20 ans, elle peut très bien être libérée dans 17 ans. Et comme on connaît aussi, justement, elle, son carnet d'adresse qui touche jusqu'à la famille royale. Oui, mais on te laisse sortir plus tôt, mais tu la boucles. Hein, c'est ça, voilà. Donc c'est la garantie. Si il y a des manœuvres qui... Alors, la manœuvre ne peut pas s'entamer le lendemain même du jour où elle est condamnée aux États-Unis. Il faut qu'elle puisse dire les prisons américaines, ça ne me convient pas, je ne vois pas ma famille, je suis malheureuse, maintenant j'y suis depuis 3-4 ans, je demande d'être transférée en Grande-Bretagne. Si elle est transférée en Grande-Bretagne, elle est sortie 6 ans après. Quoi. Oui, c'est dingue. Ce qui n'est pas cher payé pour un travail, pour un réseau criminel. Corruption de mineurs et détournement de mineurs, pendant, dans son cas, 15 ans. Quoi. Voilà, enfin, on touche seulement... J'ajoute que... elle ne le faisait pas gratuitement, quoi.
elle avait aussi ses comptes à JP Morgan. En 15 ans, il y a quand même plus de 30 millions de dollars qui sont passés de chez Epstein à ses comptes à elle. Quoi. Ouais, c'est pas rien. Mais bon, il y a tellement de choses à dire. À un moment donné, vous décrivez une page de elle, je crois qu'il date de 2019, donc on est quand même au courant déjà de tout ce qui se passe. Et elle la vend comme étant une mondaine chic, etc. Bon, son seul défaut, disent-ils à la fin tout de même de cet article, c'est de céder à l'amour et par passion pour Epstein. Ah là là, la pauvre, elle était amoureuse, pensez donc. Elle s'est laissée un peu aller. Mais c'est ça. Ouais. La corruption même de la pensée, je ne considère pas forcément que tous les journalistes de Elle ont travaillé dans le réseau Epstein, mais quand même, en fait, c'est toute une omerta générale. Oui, c'est une omerta de la superclasse qui pense que finalement, le seul drame, c'est qu'il soit fait prendre. Quoi. Ouais. Si tout ça avait pu rester sous le boisseau, ça aurait été tellement mieux. Alors, naturellement, tous ceux qui l'avaient corrompu aux États-Unis, les larmes de crocodile, mais je ne savais pas, mais quelle horreur, mais vous vous rendez compte? Ah là là, qu'est-ce que je regrette? Bill Gates, en disant, je regrette bien de l'avoir connu. Ah, vous avez vu ça, de se défendre? La morale de l'intention, vous savez. Mes intentions étaient pures, donc on ne peut rien me dire. Bill Clinton, quelles ont été les réactions de Bill Clinton? Enfin, no comment. Oui, mais il est photographié, des photos sont parues dans le Daily Mail en Grande-Bretagne, qui a fait un travail médiatique absolument extraordinaire, des photos de Bill Clinton dans l'avion d'Epstein, avec en face de lui, comme je suis en face de vous, Epstein qui rigole, et une des petites de Epstein qui est en train de masser le cou. En tout bien, tout honneur, ils sont dans l'avion, il y a les photographes, donc il est encore habillé. Bon, cette nana qui est, je sais pas, toute jeune, quoi, qui est en train de lui masser le cou. Donc, compromission quand même, totalement. Et Hillary, la féministe, qui regarde de l'autre côté pendant tout le temps, quoi. No comment, hein. Voilà, Madame Clinton. Et puis, là aussi, aux États-Unis, où sont MeToo sur l'affaire Epstein? Bien sûr. Les grands mouvements féministes et tout ça, là, c'est... Zéro pour la question pendant 20 ans. D'ailleurs, dont les actrices, qui sont si promptes à se lever, etc., là, elles ont pris énormément de temps à révéler ce qui se passait. Et c'est une fois qu'il est mort que tout le monde sait. Vous savez, quand les gens sont morts, ils font plus peur. Je parle pas non plus de fantasmes, mais de choses révélées. Des journalistes qui avaient voulu faire des enquêtes sur Clinton, Epstein et ses liens avec le système américain, ont trouvé des balles sur leur paillasson, etc. Il y avait des menaces de mort très concrètes. Oui, tout à fait. Vous le dites aussi au début. Merci beaucoup, Xavier Hofer. De toute façon, c'est un livre à lire. Comme ça, vous aurez tous les éléments, parce qu'évidemment, c'est très, très, très riche, très fouillé. Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Donc, en tout cas, on comprend en effet que ce n'est qu'une créature monstrueuse qui est presque créée par cette élite politico-culturelle et tout ça, de l'avant-garde des beatniks et du libéralisme. Voilà, en tout cas un portrait et une recherche très très fouillée, donc je vous le recommande à tous, et c'est aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Xavier Hofer. J'espère que cet entretien vous aura autant intéressé que moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas, si vous le pouvez, de nous soutenir pour continuer ce travail. C'était dès le tout début. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a beaucoup changé depuis, et que grâce à votre aide, grâce à vos soutiens, on a pu emménager dans des vrais studios, professionnaliser, avoir des meilleures caméras, une meilleure technique. Et ça, c'est uniquement grâce à vous. Vous savez, Tocsin ne dépend que de vos dons pour diffuser. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que dès le départ, nous avons été sur les sujets que ce pacte de corruption généralisée que montre Xavier Hofer aurait voulu les faire taire absolument. C'est que grâce à ce système qui fait qu'on ne dépend que de vous, pas d'aide à la presse, pas de grands actionnaires ou de grands donateurs. Ce travail, on le fait pour vous et par vous. Et vous le savez aussi, en plus de ça, qu'il y a aujourd'hui un risque de censure extrêmement fort. Vous voyez bien qu'on dérange. Ce risque de censure il est en permanence, mais il commence en particulier le 1er septembre prochain, quand il vous faudra mettre votre pièce d'identité pour voir nos émissions. C'est un scandale, vous ne le voulez probablement pas, je ne le veux certainement pas. Donc n'oubliez pas d'activer votre ligne directe, et si vous le pouvez, de nous soutenir avec un don régulier, c'est en description.
où vous verrez sûrement un lien peut-être par là apparaître. Si vous pouvez le faire à la mesure de vos moyens, ce n'est pas la quantité qui compte, mais pas la quantité du don, mais la quantité de personnes. Plus nous serons nombreux, je vous rappelle que nous sommes déjà près de 30 000 soutiens de Toxin depuis nos débuts. C'est exceptionnel. Merci à vous tous. C'est grâce à vous que nous pouvions, dès le mois d'octobre 2023, faire ce travail d'enquête. On va le continuer. Et maintenant, encore une fois, grâce à vous, ce travail d'enquête, on est en train de monter une équipe complète avec plusieurs journalistes pour aller au fond, parce que ce n'est que le début. Ils aimeraient vous faire croire que c'est la fin. Nous allons leur prouver que ce n'est que le début. Et c'est pas du tout le moment de s'arrêter. On est au milieu du gué et nous comptons bien mettre toute notre énergie pour aller de l'autre côté et sur les rives nouvelles. Si vous le pouvez, aidez-nous en description. Un immense merci et à votre bonne fortune.